L'histoire dont je vais vous parler aujourd'hui est une histoire absolument atroce. Elle fait partie de ces histoires qui, quand on l'écoute, on se dit pas simplement « j'aimerais pas que ça m'arrive », on se dit plutôt qu'on n'aimerait pas que ce genre d'histoire existe. C'est une histoire qui est vraie, une histoire où il y a des faits, ce n'est pas un témoignage qui vient d'un forum, c'est pas quelque chose de mystérieux. Elle va traiter de choses qui peuvent être assez sensibles, donc si vous êtes quelqu'un qui peut être dégoûté, notamment quand on parle de faits réels, eh bien je vous invite à quitter la vidéo. Pour ceux qui restent, j'espère que cette vidéo vous plaira, qu'elle vous intéressera, peut-être que vous ne connaissiez pas cette affaire. Personnellement, je suis tombé dessus après avoir parlé de l'affaire Vera Jo Regal dont j'ai parlé il y a quelques temps maintenant. Et pour ceux qui ont vu la vidéo dont je parle, eh bien cette affaire est de la même trempe. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne, sachez que c'est très important et je remercie tous ceux qui le feront et ceux d'ailleurs qui l'ont déjà fait. Je vous laisse mon Instagram juste ici si vous souhaitez me suivre, m'envoyer une histoire flippante qui vous est arrivée. Et si maintenant vous êtes prêts, on est parti pour voir ensemble cette affaire abominable. Je vous présente Sylvia Marie Likens, une jeune fille âgée d'à peine 16 ans, issue d'une famille où la vie est assez compliquée. Déjà elle a une certaine particularité, c'est que elle est la seule parmi ses frères et sœurs qui n'a pas de jumeaux. C'est-à-dire qu'elle a des frères et sœurs qui sont jumeaux qui sont plus âgés qu'elle et des frères et sœurs qui sont jumeaux qui sont moins âgés qu'elle. Elle est la fille de Lester Likens et de Betty Likens, un couple qui a une relation assez instable. Lester, lui, est issu du milieu forain et la mère, elle, on va dire qu'elle n'est pas forcément respectueuse de la justice. On reviendra sur cet aspect-là un tout petit peu plus tard. Sylvia, elle, est une jeune fille, malgré le milieu familial dans lequel elle vit, très bien éduquée. C'est quelqu'un qui est considéré comme un peu effacé, mais très sympathique, extrêmement douce, et qui aime profondément sa famille. C'est pour vous dire, sa famille rencontrait quelques problèmes financiers, et pour aider ses parents, Sylvia leur donnait 20 $, le montant qu'elle se faisait en faisant du babysitting, pour les aider. Bien que la vie de la famille était assez compliquée, la vie de Sylvia, elle, était plutôt classique. Elle allait à l'école, elle se faisait des amis, elle était appréciée, il n'y avait rien à déclarer de ce côté-là. C'est un peu plus tard que les choses ont dégénéré. Et quand je dis dégénéré, le mot est très faible. En juillet 1965, Sylvia vivait avec ses parents en compagnie de sa sœur Jenny et du reste de sa famille dans la ville d'Indianapolis. Sauf que, le 3 juillet, Betty, la mère de Sylvia, a été arrêtée parce qu'elle avait fait un vol. Elle n'avait pas fait un braquage, ce qu'elle faisait c'est qu'elle mettait des articles de magasin dans son sac pour ne pas les payer. Elle a été mise en prison. En soi, elle n'a pas écopé d'une énorme peine, c'était surtout une peine pour lui faire comprendre qu'il ne fallait pas faire ce genre de choses. Et donc, Lester, le père de Sylvia, lui, réfléchissait à un moyen de récupérer sa femme. D'une part parce que son mariage était en train de s'effondrer, et d'autre part parce que sa femme, clairement, elle suivait pas la bonne route à suivre. Donc, une opportunité s'est présentée à lui. Il se trouve que Sylvia a sympathisé avec une jeune fille, alors qu'elle était dans son lycée, une jeune fille du nom de Paula Baniszewski. Et le hasard faisant bien les choses, ou peut-être, quand vous verrez la suite de l'histoire, très mal les choses, il se trouve que cette Paula habitait dans le même quartier que Sylvia. Donc pour se voir après l'école, c'était vraiment une aubaine. Paula a invité Sylvia ainsi que sa sœur, Jenny, à venir passer un moment chez elle. Le petit groupe de filles est donc allé chez Paula, elles se sont amusées, elles ont discuté, elles ont goûté de la musique, et à un moment donné, vraiment passant un très bon moment, Paula a proposé à Sylvia et à sa petite sœur de rester dormir à la maison. Il se trouve que l'éducation que recevaient les jeunes filles de la famille Likens était assez libre, c'est-à-dire que une telle proposition, elles pouvaient l'accepter. On leur disait pas non, on dort pas chez des inconnus ou quoi que ce soit, si vous voulez dormir, vous dormez, il n'y a pas de souci. La nuit s'est bien passé et Lester, le père de Sylvia, est venu le lendemain récupérer ses enfants. C'est là qu'il a fait la rencontre de la mère de famille de la famille Baniszewski, Gertrude. Gertrude a une réputation assez particulière. C'est quelqu'un qui fréquente une église, qui est très impliqué dans cette communauté, mais des rumeurs tournent sur elle, indiquant que son dernier enfant ne serait peut-être pas si légitime, c'est-à-dire qu'elle aurait trompé son mari, qu'elle aurait eu un enfant et qu'elle le fait passer pour l'enfant de son mari alors qu'il n'en est rien. Et vous savez, ce genre de choses, dans une communauté très impliquée, ça peut être un problème. En parlant un petit peu avec Gertrude, Lester dévoile un petit peu les problèmes de mariage qu'il rencontre avec sa femme, et Gertrude fait donc une proposition. Il propose, contre 20 $ par semaine, de garder ses enfants chez elle et de les éduquer, de s'en occuper comme si
c'était ses propres enfants. Lester a réfléchi un petit peu à cette proposition et il s'est dit que ça pourrait être effectivement quelque chose de positif pour lui et sa femme. Ça permettrait de se retrouver seul, sans les enfants, et d'essayer de recoller les morceaux. En plus de ça, sa femme Betty voulait que les enfants soient gardés par quelqu'un, en l'occurrence cette fameuse Gertrude, quand elle a appris la proposition, car elle aussi était partante pour essayer de recoller un peu les morceaux, et étant en plus sur la mauvaise voie d'un point de vue légal, Lester lui a proposé de travailler avec lui, à la fête foraine, chose que Betty a acceptée. Donc le plan était plutôt simple, et Gertrude Baniszewski allait s'occuper des enfants, Lester et Betty allaient recoller les morceaux, ils l'espéraient assez rapidement, et ensuite ils allaient récupérer leur famille. Donc un deal est fait, le deal venant de Gertrude Baniszewski qui dit que pour 20 $ par semaine, elle s'occuperait des enfants de la famille Likens. Sauf que Lester Likens ne savait pas qu'en acceptant ce marché, il réalisait en réalité un pacte avec le diable. Gertrude Baniszewski est une femme née en 1928 dans la ville d'Indianapolis. Elle a été élevée dans la classe ouvrière et alors qu'elle n'avait que 10 ans, elle a vu son père âgé de 50 ans mourir d'une crise cardiaque. 6 ans plus tard, âgée de 16 ans, elle abandonne ses études, elle abandonne le lycée pour épouser un homme, John Baniszewski, avec qui elle a eu 4 enfants. Cet homme avait un tempérament très instable, il avait tendance à frapper Gertrude, et malgré une vie de couple difficile, ils sont restés ensemble pendant 10 ans, jusqu'à leur premier divorce. Après ce divorce, Gertrude a épousé un autre homme, Edward Guthrie, mais ce mariage-là, contrairement à son premier, n'a duré que quelques mois. Gertrude s'est ensuite donc remariée avec son premier mari, du nom de Baniszewski, et elle a eu 2 autres enfants avec lui. C'est en 1963 que le couple a divorcé pour la seconde fois. Elle a fréquenté d'autres hommes par la suite, dont un qui lui a donné un autre enfant, mais ne voulant pas assumer sa paternité, l'homme est parti, laissant donc Gertrude seule, avec au total 7 enfants. 7 enfants avec qui elle vivait. Il y avait Paula, âgée de 17 ans, Stéphanie, âgée de 15 ans, John, âgé de 12 ans, Mary, 11 ans, Shirley, 10 ans, James, 8 ans, et Dennis Lee Wright Jr., issu de sa dernière relation, âgé de 1 an. Gertrude était caractérisée comme quelqu'un de petite, de maigrichonne, qui fumait énormément et qui souffrait certainement d'une dépression à cause de ses 3 relations amoureuses ratées. Elle aurait également fait une fausse couche qui n'aurait amélioré en rien l'état de sa santé mentale. Elle ne travaillait pas et sa seule source de revenus était des services qu'elle proposait au voisinage comme de la couture ou du nettoyage. Maintenant vous savez un peu plus chez qui a vécu Sylvia Likens ainsi que sa petite sœur Jenny. Tous les enfants Likens ne sont pas allés là-bas car les 2 garçons eux sont allés chez les grands-parents et la sœur la plus grande elle est partie pour prendre son indépendance. Donc il n'y a que 2 enfants de la famille Likens qui se trouvent dans le domicile, Sylvia et sa petite sœur Jenny. Et laissez-moi vous dire que le séjour des enfants Likens chez la famille Baniszewski n'était pas du tout une partie de plaisir mais bien une descente aux enfers. Petit rappel, en échange de quelques dollars, Gertrude devait prendre soin des enfants de Lester Likens. Sauf que, déjà dès la 2e semaine où Sylvia et Jenny étaient chez Gertrude, des retards de paiement de la part de Lester se sont fait remarquer. Première semaine, il a payé à la date convenue, la 2e, il a eu un peu plus du mal. Et ne roulant pas sur l'or, Gertrude à chaque fois s'inquiétait énormément de savoir si elle allait ou pas recevoir l'argent comme convenu, et donc elle exprimait sa frustration sur les enfants de Lester Likens. Pour exprimer cette fameuse frustration, cette rancœur, elle frappait par exemple les fesses nues des 2 jeunes filles en utilisant des objets. Et alors qu'elle commettait ces abus, elle disait aux enfants, par exemple, « Eh bien, j'ai pris soin de vous 2 petites chiennes pendant 1 semaine pour rien. » Le temps a passé encore, on arrive à la fin août, et les 2 jeunes filles ont été frappées 15 fois avec une pagaie, une petite rame que Gertrude avait l'habitude d'utiliser, simplement à cause de Paula qui était normalement l'amie de Sylvia, car celle-ci a dit que les 2 jeunes filles avaient trop mangé pendant une cérémonie à l'église. Ces abus ont continué dans le temps et ils se sont plus centrés sur Sylvia que sur la petite Jenny. Pourquoi? C'est compliqué à dire.
On pense que c'est parce que Gertrude avait une énorme jalousie envers Sylvia. Elle avait 16 ans, donc elle était jeune, elle était plutôt mignonne, elle avait une éducation irréprochable, et Gertrude, enviant justement toutes ses qualités, eh bien exprimait sa jalousie en mettant en place des abus plutôt sur Sylvia que sur Jenny. Le calvaire de Sylvia, qui n'était à la base que physique, s'est ensuite étendu. C'est-à-dire que pour la torturer, clairement, Gertrude la laissait avoir faim, elle ne la nourrissait pas, elle lui faisait manger que des restes ou alors de la nourriture avariée qui se trouvait dans les poubelles, elle trouvait le moindre prétexte pour lui faire du mal. Par exemple, une fois Sylvia s'est fait torturer parce que Gertrude l'a accusée d'avoir volé des bonbons alors qu'en réalité, Sylvia les avait bel et bien achetés. Une fois, Sylvia a fait l'erreur malgré elle de dire qu'elle avait eu un petit ami. C'était une petite amourette de vacances et donc Gertrude, entendant ça, a demandé à la jeune fille si elle avait déjà fait des choses avec un garçon. Sylvia, elle était jeune, elle ne savait pas de quoi Gertrude voulait parler. Donc, répondant quand même à la question, Sylvia a dit qu'elle avait patiné et qu'une fois elle s'était allongée sous les couvertures avec son petit ami. Mais c'est tout, il n'y avait pas eu en soi de relation derrière. Et donc Gertrude a commencé à dire que Sylvia allait tomber enceinte, qu'à chaque fois qu'elle allait faire ce genre de choses, elle aurait un bébé, et pour la punir, elle lui a mis un énorme coup de pied dans ses parties intimes. Sylvia, elle pensait au début que c'était une blague, mais quand elle a reçu le coup de pied, elle a compris qu'elle avait fait une grosse erreur en parlant de ce fameux petit ami. Pour le moment, tous ces actes infâmes sont faits par Gertrude, sont de son dû à elle, sauf que, au fur et à mesure du temps, c'est toute la famille qui va s'y mettre. Paula, je rappelle celle qui était de base l'amie de Sylvia, étant enceinte et jalouse de l'apparence de Sylvia, va commencer elle aussi à mettre en place tout ce qu'elle peut pour pourrir la vie de Sylvia. Elle l'a fait tomber de sa chaise en lui disant qu'elle n'a pas le droit de s'asseoir sur une chaise. Avec un de ses amis, Paula a forcé Sylvia à manger un hot dog, mais pas un hot dog qu'on adorerait manger. Un hot dog qu'ils avaient surchargé de plein de trucs qui rendent la chose immangeable, comme de la moutarde, du ketchup, des épices. Donc résultat, indigestion. Et Sylvia a vomi, ce qui n'est pas très surprenant, mais après cela, ils l'ont forcée à remanger son vomi. Sylvia, elle en peut plus. Elle en a marre de vivre toutes ces sévices, elle veut se venger d'une manière ou d'une autre. Mais elle ne veut pas se venger et faire quelque chose qu'on lui fait. Donc ce qu'elle décide de faire, c'est au lycée, car oui, elle va toujours en cours, elle répand une rumeur. Une rumeur sur Stéphanie et Paula, donc des enfants de la famille Baniszewski, et elle dit que, bon c'est pas une belle rumeur, hein. Elle dit que les deux jeunes filles, ce sont des femmes qui vendent leur corps pour le plaisir des hommes. Donc Stéphanie, elle, en entendant cette rumeur, a demandé mais qui dit tout ça? Et malheureusement, Sylvia a été balancée. Donc en rentrant à la maison, Stéphanie a demandé à Sylvia si c'était vrai, et Sylvia, étant honnête, a dit que oui, c'était elle qui avait lancé la fameuse rumeur. Pour se venger, Stéphanie a frappé Sylvia, Sylvia en pleurs l'a supplié d'arrêter et s'est profondément excusée. Stéphanie a commencé à s'en vouloir, donc elle a aussi pleuré, elle a arrêté de taper Sylvia, mais là, son petit ami est arrivé, un certain Coy, âgé de 15 ans, et lui aussi avait eu vent de la fameuse rumeur. Et il n'a pas du tout apprécié d'apprendre ce qu'on disait sur sa petite amie. Donc, sachant qu'il a appris que c'était à cause de Sylvia, il s'est jeté sur elle, il l'a giflée, et il a raconté toute la chose à Gertrude. Et Gertrude, elle s'en est servie, évidemment, pour battre de nouveau avec sa pagaie la petite Sylvia. Et rappelez-vous, dans cette rumeur, il y avait deux personnes, Stéphanie et Paula. Paula, elle s'est pas encore vengée. Et elle, sa vengeance, elle est claire et nette, elle décide de passer à tabac à la jeune Sylvia avec une telle violence qu'elle s'en casse le poignet. Elle frappait les dents et les yeux de la jeune fille. Vraiment, elle voulait que les coups qu'elle portait à Sylvia se voient. Et même après, une fois qu'elle a eu un plâtre à cause des coups qu'elle a portés à Sylvia, elle frappait encore la jeune fille avec son plâtre. La mère de famille Gertrude a retourné la situation, elle a pris la rumeur que Sylvia avait lancée, elle l'a retournée contre elle. Elle disait à tout le monde que Sylvia vendait son corps. Et elle se servait de ça pour justifier le fait qu'elle soit sale en disant que c'était pas une bonne fille. Et encore une fois, vous allez comprendre le vice de cette femme. Elle forçait Jenny, la propre sœur de Sylvia, à la frapper, et elle frappait Jenny si jamais elle ne s'y soumettait pas. Et c'est là que l'enfer vécu par Sylvia Likens a encore pris une ampleur énorme. Parce que il y a vraiment des étapes. Au début, il n'y avait que Gertrude qui tourmentait Sylvia. Après, il y a eu Paula. Ensuite, différents membres de la famille. Il y a eu le petit ami de Stéphanie,
celle sur qui la rumeur avait été lancée, et lui invitait ensuite ses propres amis à venir dans la maison des Baniszewski pour encore une fois tourmenter physiquement la jeune Sylvia. Et ils participent même parfois tous ensemble, en compagnie de Gertrude, à la torture de la jeune fille. Ils s'en servent pour s'entraîner au judo, ils lui font des prises, ils s'en servent clairement de mannequin d'entraînement, ils s'en servent pour toute expérience qui leur traverse l'esprit comme éteindre des cigarettes sur la peau humaine. Ou alors, qu'est-ce que ça fait si on tape très fort les organes reproducteurs d'une jeune fille? Et il y avait également une part d'humiliation énorme. C'est impensable de se dire qu'on a pu faire subir ça à une jeune fille. Vous allez voir la scène que je vais vous décrire, elle est atroce. Gertrude a dit à Sylvia d'aller dans le salon, où il y avait tout le monde. Elle lui a dit de se déshabiller et de s'enfoncer une bouteille de coca, une bouteille en verre, dans ses organes reproducteurs et de simuler, vous l'avez compris, une relation intime. Je le rappelle, devant tout le monde, y compris sa petite sœur. Et l'excuse de Gertrude pour faire ça, c'est qu'elle voulait montrer à Jenny quel type de fille Sylvia était. Il n'y a qu'une seule personne qui semble être consciente que ce qu'il se passe dans cette maison est abominable. Cette personne-là, c'est Stéphanie, celle sur qui la rumeur avait été aussi lancée, celle qui s'est rendue compte après avoir frappé Sylvia que ce n'était pas bien. Plusieurs fois, elle a supplié sa mère d'arrêter de faire du mal à Sylvia. Par exemple, à un moment donné, Sylvia se faisait comme d'habitude fouettée par Gertrude. Stéphanie a dit à sa mère qu'elle n'avait rien fait, donc il fallait arrêter. Est-ce que ça a servi? Pas du tout. S'ajouter à ces tortures beaucoup de coups à l'aide de ceintures. Gertrude a également brûlé le bout des doigts de Sylvia, elle a frappé Jenny également. Jenny était moins concernée par la torture de Sylvia, mais elle était quand même frappée de temps en temps. C'est important de le préciser et pas de la mettre à l'écart, elle n'avait pas non plus la belle vie. Vous vous en doutez, cette histoire ne va pas bien finir du tout. Et peut-être que vous vous posez une question, sachant que Sylvia et Jenny vont à l'école, pourquoi ne pas en parler à des adultes? La réponse est très simple, c'est qu'elles avaient peur des représailles. Si jamais les adultes venaient en parler par exemple à Gertrude et qu'il ne se passe rien derrière, elles savaient pertinemment que derrière leur tourment allait encore prendre une autre tournure. De temps en temps, les parents de Sylvia et Jenny venaient leur rendre visite, assez rarement mais ça arrivait, et ils n'ont pas été alarmés de quoi que ce soit parce que quand ils voyaient leur fille, sûrement que c'était dû à une gestion très précise de Gertrude, mais elle ne montrait aucun signe de coup, elle n'avait pas de bleu, rien du tout, en tout cas rien de visible, elle ne semblait pas en détresse. Et je peux vous dire que les deux jeunes filles mouraient d'envie de raconter ce qu'il se passait dans cette maison de l'horreur. D'ailleurs, Gertrude en jouait de cette situation. Quand les parents partaient, elle regardait Sylvia et lui disait « Maintenant tu vas faire quoi ?» Ils sont partis. Et le truc aussi, c'est que les deux enfants étaient rarement seuls. Ce n'est arrivé qu'une fois que Sylvia ainsi que sa petite sœur rencontrent une de leurs sœurs aînées dans un parc. Elles ont parlé, Sylvia et Jenny ont raconté ce qui leur arrivait, sauf que la grande sœur a pensé qu'elles abusaient un petit peu sur les termes utilisés. Pour elle, c'est juste que c'était dur de ne pas être chez soi, dans sa propre famille, et que du coup, elles envenimaient un petit peu la situation. Plus tard, il y a eu une nouvelle rencontre entre la grande sœur et les deux jeunes filles, sauf que là, il y avait un enfant de la famille Baniszewski avec eux dans le parc. Et Sylvia a dit à sa sœur qu'elle avait faim, donc la grande sœur a acheté un sandwich à Sylvia, elle l'a dévoré. L'enfant Baniszewski qui était présent n'a rien dit, mais une fois rentré à la maison, tout a été raconté à Gertrude. Gertrude a étouffé Sylvia, accompagnée de Paula, et ensuite ils lui ont fait prendre un bain bouillant pour la purifier du péché. Un bain bouillant, vous vous en doutez bien, c'est pas bon du tout. Plusieurs fois, Sylvia s'est évanouie et Gertrude lui attrapait la tête par les cheveux et lui cognait la tête contre la baignoire pour la réveiller. Peu de temps après cette histoire de bain bouillant pour purifier les péchés, un garçon a appelé d'une manière anonyme le lycée où se rendait Sylvia. Ça faisait un moment que Sylvia n'y allait plus et elle a dit que un des enfants de la famille, donc Sylvia, avait des plaies ouvertes et qu'elle semblait très mal en point. L'infirmière de l'école s'est rendue sur place pour enquêter et Gertrude a ouvert la porte et a dit que Sylvia n'était plus là, qu'elle s'était enfuie et que oui, elle avait des plaies sur le corps mais que c'était dû à son hygiène lamentable. Ce serait pour elle une jeune fille incontrôlable qui avait une très mauvaise influence sur ses enfants. Suite à ces allégations, l'école n'a pas continué d'enquête. Certains voisins ont déjà aperçu les enfants Likens, ils considéraient eux Gertrude comme quelqu'un qui était la personne parfaite pour éduquer des enfants, bien qu'ils ne savaient pas quels étaient les abus qu'elle faisait sur ces derniers. Ils ont parlé avec Gertrude, Gertrude se vantait de ce qu'elle faisait, clairement, et les enfants, eux, semblaient très doux, très gentils, les enfants Likens. Mais en quelque sorte,
zombifiés. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas alarmé forcément les voisins. Ça ne les a pas donné envie de contacter les autorités. Ils ont laissé couler, ils se sont dit, ce ne sont pas nos affaires, on s'en mêle pas. Diana, la grande sœur qui avait déjà vu plusieurs fois Sylvia et Jenny dans le fameux parc, ne savait pas de base où ils vivaient, mais elle a réussi à trouver l'adresse de la famille Baniszewski. Elle s'est rendue sur place et elle voulait rendre visite à ses sœurs, ce qui est tout naturel. Sauf que Gertrude lui a dit « Non, non, tu rentres pas, tes parents m'ont donné l'autorisation d'interdire ce genre de rencontre, sans raison. » Mais, un peu plus tard, cette fameuse Diana a croisé Jenny. Elle lui a donc demandé des nouvelles et des nouvelles de Sylvia. Et Jenny lui a répondu qu'elle ne pouvait pas le dire, car sinon, elle va avoir des ennuis. Bon, je vais pas rentrer dans tous les détails des tortures réalisées par la famille Baniszewski sur la jeune Sylvia et également sur Jenny, mais pour vous faire un rapide résumé de ce qui a pu se passer, à cause de tout ce qui s'est passé, eh bien Sylvia a commencé à avoir des problèmes à l'intérieur de son corps. Elle commençait à devenir incontinente et en plus on lui interdisait l'accès à la salle de bain, donc elle devait notamment suriner dessus et pour empêcher qu'elle salisse toute la maison, Gertrude l'a foutue au sous-sol, l'a ligotée et l'a laissée là toute nue. On ne la nourrissait que très peu, elle n'avait souvent pas d'eau potable à boire, elle était parfois attachée à la rampe de l'escalier du sous-sol, donc ses pieds ne touchaient même pas le sol. Les tortures ont continué, ça ne s'est jamais arrêté, c'est toujours allé de pire en pire, du plus humiliant vers le plus humiliant. Alors je vais pas vous faire la chronologie de chacun des trucs, mais par exemple Gertrude a pris le contenu des couches de son bébé et l'a foutu clairement dans la bouche de Sylvia. À un moment donné, ils ont voulu la marquer. Gertrude a voulu le marquer au stylo, marquer sur le corps de Sylvia « Je suis une prostituée et j'en suis fière ». Ça ne marchait pas, du coup elle a demandé à un homme, John Junior, du coup de s'en occuper. Et lui ce qu'il a fait du coup, c'est non pas utiliser un stylo ou un feutre, il a marqué au fer rouge Sylvia de la fameuse phrase en question. D'autres sévices ont voulu être faits sur le corps de la jeune femme, notamment la marquer comme un animal. Shirley, une des filles de la famille Baniszewski, voulait qu'il y ait un S sur le corps de Sylvia pour montrer qu'elle lui appartenait. Sauf que ça n'a pas marché, ça ne rend pas un S mais une sorte de 3. Sylvia a essayé de s'enfuir plusieurs fois mais étant trop faible, elle n'a jamais réussi, malheureusement. Et elle se rend compte d'une chose, elle en est persuadée, elle le dit à sa petite sœur Jenny, elle dit qu'elle n'en a pas forcément envie mais qu'elle va mourir. Gertrude pressent aussi que cette fatalité se rapproche, donc elle décide de mettre un plan en place. Elle dit à Sylvia d'écrire une lettre, une sorte de lettre d'adieu, pas vraiment d'adieu, mais où elle explique qu'elle a fugué parce qu'elle avait proposé des relations intimes à des garçons, que finalement elle a refusé, d'où le fait qu'elle s'est fait battre et que par peur elle a pris la fuite. Et après cela, Gertrude avait prévu avec l'aide de certains de ses enfants d'aller mettre le corps de Sylvia dans une forêt et de l'abandonner là pour la laisser mourir. Sylvia, entendant ce fameux plan, a voulu s'enfuir une dernière fois, une ultime et dernière fois, mais ça n'a pas marché encore une fois car elle était beaucoup trop faible. Mais finalement le plan de Gertrude ne s'est pas passé comme prévu. Sylvia est décédée sur un lit dans la maison. Une des enfants, Stéphanie, a essayé de lui faire du bouche à bouche, de la ramener. Gertrude, elle, était persuadée que Sylvia mentait, qu'elle faisait semblant, sauf que c'est alors qu'elle frappait le corps de Sylvia, donc sans vie, avec un livre qu'elle s'est rendue compte que non, la mort de Sylvia était bien réelle. C'est là qu'elle a donc décidé d'appeler la police. Elle a reconstruit son plan. Son plan, c'était de dire qu'elle avait retrouvé Sylvia qui était partie et qu'elle essayait de la sauver, ce qui n'était évidemment pas le cas. La police a donc pris les différents témoignages, et alors que la police est là en train de parler à tout le monde, Paula a regardé Jenny, qui a donc vu sa sœur mourir, et lui a dit, en chuchotant, « Si tu restes vivre avec nous, c'est ça qui va t'arriver. » Jenny, apeurée et dans un ultime élan de courage, a dit à la police que si jamais ils arrivaient à la faire sortir d'ici, elle raconterait absolument tout. Et c'est ce qui a été fait. Elle a tout dit, elle a tout balancé. Donc, naturellement, il y a eu pas mal d'arrestations. Je ne vais pas rentrer dans le détail du procès parce que personnellement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Je vais vite en venir à la conclusion. En gros, les accusés, eux, se défendent. Logique, ils se défendent comme ils peuvent. Ils disent qu'ils n'ont pas pris part à ce dont on les accuse. Gertrude dit que le comportement qu'elle a pu avoir est dû à sa prise de médicaments, en tout cas elle n'assume pas pleinement la responsabilité, et il se passe plusieurs choses dans la conclusion du procès. Beaucoup sont condamnés à la prison, généralement tout le monde. Gertrude est condamnée à la prison à vie par exemple, et Paula, elle, étant mineure, n'a pas été emprisonnée, elle a été mise dans un centre de correction ou quelque chose comme ça, mais il se trouve qu'il y a eu un second procès.
Gertrude, de par son comportement modèle en prison, a été libérée. Bien que toute la famille de Sylvia ne le voulait pas et qu'il y a eu même des pétitions qui ont été signées disant qu'il fallait que Gertrude reste en prison jusqu'à la fin de sa vie, elle a obtenu une libération et elle est décédée plus tard suite à un cancer. Elle était clairement folle et elle remettait justement la responsabilité de ses actions sur sa folie mentale. Paula, elle, a eu une nouvelle identité. Et d'ailleurs, beaucoup d'enfants de la famille qui n'ont pas été directement emprisonnés ont pris des nouvelles identités. Mais je pense que plutôt que de se focaliser vraiment sur les coupables, je pense qu'il faut plutôt qu'on se focalise sur les victimes. Donc Sylvia, on espère maintenant qu'elle repose en paix après les tourments qu'elle a vécus. On espère que Jenny également a vécu une belle vie après avoir vécu l'enfer aux côtés de sa sœur. C'est un drame qui a touché toute une famille qui a voulu de base se reconstruire. Ouais les amis, on a fini pour cette histoire. Alors je suis désolé sur la partie procès etc. Moi c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, donc je prends pas. Donc on va dire je trouve pas ça intéressant pour moi de vous raconter. Il y a peut-être d'autres chaînes YouTube qui en ont parlé plus en détail. Je suis désolé si c'était quelque chose qui vous intéressait beaucoup. Moi je voulais surtout parler de l'aspect de l'histoire de cette jeune fille. Après je vous avoue que c'est une histoire très dure. J'espère que je l'aurais bien raconté et que j'aurais fait honneur aux victimes, dans un sens. Si jamais vous voulez voir les choses d'une manière différente, il y a un film qui a été fait sur cette affaire, un film qui s'appelle American Crime, qui est... alors je sais pas si c'est légal, mais j'ai vu qu'il était en tout cas en version complète en français sur YouTube, gratuitement, donc je sais pas si ça se fait, mais en tout cas il n'a pas été supprimé quand j'ai regardé, donc si jamais vous voulez avoir une vision différente de cette affaire, eh bien je vous invite à le regarder. Par contre, je vous préviens d'avance que si déjà vous avez été choqué par la manière de raconter, par les faits, etc., là, vous le voyez, donc c'est d'autant plus difficile. Je vous préviens juste, ne vous jetez pas sur le film comme ça sans être préparé un peu psychologiquement. C'est quelque chose de très dur, c'est pas le genre de film qu'on se met pour se dire j'ai envie de me faire un petit film comme ça. Faut être préparé. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous remets mon Instagram juste ici. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je pense qu'elle a été un peu longue. Prenez soin de vous les amis, c'était Aiken. On se dit à très vite. Salut.